Alors, nous voici pour Bhaktapur. Alors, Bhaktapur, j'ai quand même plein de choses à te dire. Déjà, c'est une ville payante comme Patan où tu payes 1500 roupies pour rentrer dans la ville. Je crois que ça équivaut à une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. C'est un budget. Mais en fait, sur Patan, par exemple, tu payes pour la rénovation des bâtiments traditionnels. Et donc, à Bhaktapur, tu payes pour autre chose. En fait, il faut absolument que je te parle d'un truc. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en 2015, en avril, il y a eu un grand séisme au Népal. Et il y a eu donc 8600 morts et 16 000 blessés. C'est énorme pour un pays comme le Népal et un pays qui n'a pas toute la richesse qu'on peut avoir en Europe, par exemple. Donc en fait, tu payes à Bhaktapur pour reconstruire un peu ces bâtiments traditionnels qu'il y avait à l'époque. Alors, il y en a encore, il y a encore des vestiges du passé, d'avant 2015, mais il y a vraiment un avant 2015 et un après 2015, clairement. Et d'ailleurs, les Népalais t'en parlent beaucoup de ce séisme, ça les a vraiment beaucoup marqués. C'est normal, enfin voilà, ce serait arrivé en France, ce serait pareil. Mais imagine que tu vois, je sais pas, le Trocadéro, la Tour Eiffel et tout, enfin tout commence un peu, enfin tout s'est détruit à cause de ça. Voilà, et donc si tu veux, chez eux c'est vraiment hyper important, c'est normal, ça fait partie de leur culture. Et à Bhaktapur, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de bâtiments qui sont très traditionnels au Népal et qui aujourd'hui ne sont plus construits comme ça, enfin on en trouve très peu en fait des villes comme Bhaktapur, vraiment aussi traditionnelles que ça, avec des sculptures en bois partout autour des maisons, avec des ornements comme ça partout. C'est très peu visible maintenant au Népal. Maintenant c'est vraiment genre des maisons très bétonnées en blocs, très carrés en fait. Donc ils veulent préserver ça absolument, et en plus il y a plein de gens qui sont retrouvés dans la rue à cause de ce séisme. Donc du coup tu donnes des sous pour ça aussi. Et le truc c'est que quand tu vas à Bhaktapur, tu le vois clairement qu'ils sont en train de reconstruire la ville, et tu vois aussi clairement tous les dégâts que le séisme a pu causer. Tu vois des portes qui tiennent à peine ou qui sont pas droites parce que justement il y a eu le séisme et que la porte s'est décalée, ou les fenêtres se sont décalées, tout est décalé d'ailleurs maintenant, parce qu'en fait les maisons, il faut dire aussi qu'elles étaient faites en briques apparemment. Donc du coup les briques, bah forcément ça se déplace quand t'as un gros séisme comme ça. C'est assez impressionnant quand même. Faut vraiment se balader, hein. Par contre faut pas rester juste au temple et tout, parce que là effectivement c'est le premier truc qu'ils ont refait, j'imagine, pour le tourisme. Donc ça c'est plutôt nickel. Mais dès que tu vas plus loin et dès que tu t'abandonnes un peu dans les rues comme ça, là tu peux peut-être trouver des petits trésors comme ça. Moi j'appelle ça des trésors parce que c'est la vraie vie de Bhaktapur, tu vois. C'est vraiment là où les gens discutent entre eux, là où ils se retrouvent pour prendre un café, et justement, et là où tu vois aussi les dégâts que ça a pu causer, et là aussi où tu vois les ouvriers qui sont en train de travailler actuellement sur ne serait-ce que la rue en fait qui est obligée d'être reconstruite. Enfin, donc voilà, tu payes vraiment pour quelque chose qui est palpable et visible, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, on a vu que notre argent servait vraiment à quelque chose, et c'était très impactant, très visible. Bon, je me répète, mais c'est pas grave. Ah oui, si j'ai... Vous voyez une marque là, c'est normal, c'est parce que Tristan m'a fait... C'était pas volontaire. Sans faire exprès, il m'a fait un coup dans la face. Donc, ouais, je sais pas si ça se voit. Dis sur YouTube à quel point je te bats. Voilà, il me bat. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah bah oui, bon alors ça c'est le truc, vraiment le truc qui s'est passé à Bhaktapur, et ça, je suis pas sûre que ça t'arrive. C'est des anecdotes de voyage. Alors, Tristan se balade, avec moi évidemment, mais Tristan voit une porte qui est bien plus petite que lui. Effectivement, faut dire qu'en Asie, les gens sont quand même globalement plus petits que nous, mais là vraiment c'est vrai qu'elle était vraiment petite, même pour les Asiatiques c'était très petit. Donc Tristan s'interroge et il reste devant cette porte, genre, bah t'as vu, elle est bizarre cette porte. Et là, il y a un mec qui en sort, ou Je crois qu'il y rentrait. il y rentrait, hein, ouais. Donc là t'as un mec qui voit Tristan interrogé par cette porte et qui rentre par cette porte.
Donc Tristan est très interloqué, genre ah mais il y a vraiment des gens qui l'utilisent cette porte. Le mec revient, il repasse la tête et il dit mais vous voulez rentrer? Du coup Tristan me regarde genre mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc le gars nous explique qu'en fait il y a un gourou à l'intérieur, de l'autre côté de cette porte, et que il va demander à son gourou si on peut rentrer, et que si on peut rentrer, le rencontrer et tout, et ben voilà, il n'y a pas de problème, on est invité et que voilà. Donc nous on attend patiemment devant la porte, et donc le mec revient et il nous dit bon bah c'est bon, mon gourou il veut bien, mais alors par contre il faut bien vous laver les mains, faut enlever tous vos appareils électroniques et tout, le sac à dos, tout ça, il faut que ce soit en dehors de la pièce, il faut enlever ses chaussures, enfin vraiment il fallait faire tout un tas de trucs. Donc on a tout fait, plusieurs fois d'ailleurs je crois, hein. Enfin se laver les mains en tout cas on l'a fait plusieurs fois. Et puis après on est arrivé, et donc le gourou jusqu'ici paraissait normal. C'est-à-dire que c'était un homme avec une chemise blanche, voilà. Il y a juste un truc un peu bizarre, c'était une statuette d'une femme qui était en train d'accoucher, ça c'était un peu chelou. Mais voilà, il l'a trouvé très belle cette statuette, mais c'est vrai elle était assez sympa. Il y avait un gros trône quand même, énorme, et il y avait un Bouddha avec plein d'encens et tout, enfermé dans une, comment dire, dans une vitrine. Et plein de gens assis par terre, avec des tapis partout. Enfin, plein de gens. Il n'y en avait pas tant que ça, on était, je sais pas, moins d'une dizaine, tu vois. Donc, à un moment donné, il nous dit que ça va commencer. Mais avant ça, oui, on discutait avec ce gars qui nous a fait rentrer. Et donc, lui, c'était la première fois qu'il venait. Donc, du coup, il nous disait qu'il savait pas trop comment ça allait se passer non plus. Mais que beaucoup de Népalais utilisaient ça pour de la médecine ou ce genre de truc. Et aussi pour... Alors ça, il l'a dit à Tristan. De toute façon, il parlait que à Tristan, hein, quasiment. Mais ça arrive souvent en Asie, mais bon. Et du coup, il lui a dit... et puis, les femmes viennent pour leurs problèmes quotidiens. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Tristan, il a pas fait mine de pas comprendre, mais tu vois, enfin, il disait oui, c'est les menstruations ou quelque chose comme ça. Et oui, c'est ça. Mais on voyait bien en fait que le gars, déjà, il savait pas trop de quoi il parlait presque de quelque chose que d'un problème féminin vraiment à réparer, tu vois. Donc tu vas voir un gourou pour réparer ce problème, tu vois, qui survient tous les mois, c'est quand même fou. Et lui-même, il était très vague sur le sujet. Alors déjà parce que c'était très difficile pour lui d'en parler parce que c'était tabou. Et en plus de ça, je pense qu'il savait pas trop de quoi il s'agissait en fait finalement. Et c'était rigolo d'avoir cette conversation avec un Népalais. Moi, je suis pas intervenue vraiment. Je voyais que c'était déjà attendu pour lui, donc j'ai pas rajouté quoi que ce soit. Et donc il disait qu'il était là parce que sa femme, en fait, elle était partie. Et là, actuellement, je crois qu'elle vivait chez sa mère ou chez sa sœur, mais elle s'était barrée. Et lui, il avait la photo d'elle et du riz, comme lui avait demandé le gourou quelques jours avant, pour justement faire en sorte qu'elle revienne. Donc le gourou servait à ce qu'elle revienne. Donc voilà, il y avait une autre nana aussi qui était là parce que sa jambe était malade. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle disait, mais on la voyait pas, sa jambe, par contre, elle cachait. Mais j'imagine que ça devait être quand même très très grave. Elle était très très émue d'être là. Et voilà, et sinon il y avait d'autres gens. Il y avait essentiellement... Enfin, il y avait 3 hommes, 4 en comptant Tristan, mais sinon le reste c'était des femmes. Et beaucoup... Il me semble dans mes souvenirs qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Et voilà. Et donc, ça va commencer. Donc, le gourou commence à faire des chants et tout, on ferme la porte, tout ça, et il commence à faire des chants avec de l'encens et avec son espèce de partenaire. Il y a une espèce de mec qui est là pour surveiller le gourou, quoi. Et alors là, il se passe un truc étrange. Genre d'un coup, vraiment, tu comprends pas ce qui se passe, mais d'un coup, le gourou commence à avoir des espèces de spasmes épileptiques. Clairement, ça ressemblait à ça. Où il se dandine dans tous les sens. Il se roule par terre, il tire la langue, il fait des bruits complètement genre animal, quoi. Et pas du tout audible, enfin compréhensible. Et moi, je pense pas. En tout cas, il n'y avait pas de conversation avec les gens. Et il se roule vraiment, il se bouge dans tous les sens. Et alors là, le mec qui nous a invités à venir, il nous regarde trop
Genre, merde, dans quoi je vous ai embarqué? Et nous, on dit rien, tu vois, on est là comme ça, comme tout le monde, tu vois, on chante pas parce qu'on connaît pas les ballets, mais voilà, les autres, ils continuent à chanter. Et alors là, son mec, le mec qui était là pour le surveiller, donc là, il nous dit, bon, bah, maintenant, il faut mettre ses jambes en forme de lotus, tu vois, enfin, comme a fait le Bouddha, quoi. Et si on n'y arrive pas, notre gourou ne pourra jamais se réveiller, et donc cet homme sera potentiellement en danger, voilà. Donc, il y a plein de gens qui essayent, vraiment, à plusieurs. Les gens essayent vraiment de pousser sa jambe et tout, de les ramener, parce que du coup, ses jambes sont vraiment droites comme un i, quoi, et c'est... Enfin, voilà, et à un moment, le gourou demande à ce que moi, Tristan et le nouveau, donc celui qui nous avait invités, viennent. Principalement, d'ailleurs, c'était nous qui devions venir pour, je sais pas pourquoi, pour essayer de ramener ses jambes. Je crois que c'était un peu un test, je sais pas. Et vraiment, genre, on était 3 dessus, genre 3 sur une jambe, et c'était, mais vraiment quasiment impossible. On a réussi sur une jambe à la replier, mais la deuxième, on n'y arrivait pas. Je crois que c'est une nana et d'autres gens qui ont réussi, mais vraiment. Et alors, les nanas, elles étaient mortes de rire. Mais mortes de rire, parce qu'en fait, pendant que toi, tu essayais de ramener sa jambe, lui, il était toujours en transe, et il hurlait, et il pendait la langue comme ça, et puis, avec un éventail, il nous tapait sur la tête, tu vois. Et il devait dire des trucs drôles, parce que, du coup, les nanas, vraiment, mais bon, enfin, même s'ils disaient pas des trucs drôles, je pense qu'elles étaient mortes de rire quand même. Mais oui, mais nous voir, tu vois, nous, complètement paniqués, genre, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce mec, lui qui nous tape dessus, ça devait être bien rigolo. Mais oui, mais alors nous sur le coup, franchement, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Mais après, t'étais là, voilà, il fallait faire avec, et puis surtout tout le monde te disait vas-y, il faut que tu le fasses, tu vois. Donc on a vraiment essayé. Au bout d'un moment, on a réussi, je ne sais pas trop comment, mais ça a duré. Franchement, cette scène-là, elle a dû durer, je sais pas, au moins 15 minutes, 15-20 minutes, franchement, c'était hyper long. Et donc le gars, à un moment donné, donc il arrive à, enfin, il y a ses jambes qui sont en lotus, et puis je sais pas trop comment il fait, mais il bondit sur son trône, et voilà, et là il parle, mais on voit qu'il est plus conscient, mais il a quand même ses yeux et ses paupières qui font des trucs un peu bizarres, genre il louche un peu comme ça, et puis il a toujours son éventail comme ça, donc il a l'air toujours quand même starbé, mais là j'ai l'impression qu'il y a enfin une conversation qui se crée. En tout cas, la nana avec la jambe, elle est venue le voir à ce moment-là, et elle lui a demandé et tout de faire des prières et trucs, qu'il a fait avec son éventail et tout ça. Et nous, à ce moment-là, on s'est dit qu'on était trop. En tout cas, tu vois, là, ça commençait vraiment. Il y avait des discussions avec lui et tout. Donc, on sentait que ça devenait plus intime que le début. Donc, du coup, là, on s'est dit que c'était le moment pour nous de nous retirer. Donc, puis bon, on avait eu notre expérience. Je crois que là, je crois qu'on était déjà, tu vois, on devait déjà digérer ce qui venait de se passer. Et là, le gourou, avant de partir, donc il nous remercie et tout, et il nous offre des bananes sacrées qu'on a récupérées et mangées sur la route. Et voilà, et du coup, on est reparti avec cette histoire, et vraiment, c'est rigolo, et je trouve ça drôle, en fait, et je trouve ça intéressant, que dans les voyages comme ça, il y a des choses complètement imprévues et improbables qui se créent, et je pense que pour que ça arrive, il faut aussi laisser il faut laisser les choses venir à toi, tu vois. Genre le gars qui vient te voir et qui te dit tu veux rentrer, je pense qu'à ce moment-là, en fait, il faut vraiment dire oui, parce qu'il faut être surpris, en fait, en voyage. Je pense que c'est le principe même du voyage, c'est de se laisser surprendre. Et là, pour le coup, on était vraiment contents. Enfin, sur le coup, je pense qu'on était complètement, pas paniqués, mais je pense sur le coup, on a vraiment flippé, on s'est demandé où on était, mais après coup, on s'est dit waouh, quand même, il s'est passé un truc là. Et je pense que ça, c'est cool. Voilà. Donc, voilà pour Bhaktapur. Après Bhaktapur, on est retourné à Katmandou, comme d'hab, faire des allers-retours pour le visa indien. Mais je crois qu'après ça, on est allé à Pokhara.